de l'Access Bar. On n'a rien contre la technique. Hein. Non, non, non. Alors, en fait, Access Bar, c'est une technique parmi toutes les techniques d'Access Consciousness. D'accord? C'est vraiment une technique parmi... il y a quasiment 300 formations, techniques, approches, etc. Hein. C'est une grosse... alors oui, c'est une grosse machine américaine. C'est vrai que c'est deux Américains qui sont derrière, hein, Gary Douglas et Dan Heer, qui ont beaucoup de... une approche marketing, on va dire, hein, qui est très ancrée. Ça n'enlève rien à la technique des bars qui, en tant que technique, est très intéressante à pratiquer. Moi, j'ai été facilitatrice Access Bar pendant plusieurs années, donc j'ai transmis cette technique-là. C'est vraiment une technique qui gagne à être connue, elle est simple, elle peut se pratiquer en famille, à la maison. Pour les praticiens, c'est une technique en cabinet qui est intéressante à amener parce qu'on ne touche la personne qu'au niveau du crâne, à part quelques points en début de séance. Et on a en cabinet parfois des gens qui n'ont pas envie d'être touchés au niveau du corps, mais qui ont besoin de pouvoir atteindre un niveau de détente profonde, venir lâcher le mental un peu. Hein. Pour Access, je leur prends souvent l'image de, vous savez, du hamster qui pédale dans la roue. Là. On a tous des moments de vie où on est un peu comme le hamster qui pédale dans sa roue. Access, ça coupe la roue, quoi. Et par rapport à ça, c'est une technique absolument géniale. Ça peut se pratiquer en entreprise. Moi, je l'ai proposé aussi en fait sur chaise. Alors, soit en utilisant la chaise de massage à l'envers, hein, parce qu'en fait, en installant la personne à l'envers sur la chaise, on a accès au crâne super bien en enlevant la têtière, soit avec un fauteuil, une chaise de bureau, etc. On peut parfaitement le faire sur chaise. Et ça rentre complètement pour moi dans l'approche de ces techniques hyper adaptables, rapides à mettre en place et extrêmement efficaces. Donc vraiment sur la technique, j'ai aucune difficulté. Après, il y a eu beaucoup d'articles sur est-ce que Access c'est une secte ou pas, etc. Un des fonctionnements de la secte, c'est le fait qu'il y a de l'argent souvent qui est reversé à la structure. Ça, il n'y a pas chez Access. D'accord ? Les formateurs, ils sont indépendants. Quand un élève vient s'inscrire en formation, il paye le formateur, il reverse rien à Access. Donc là-dessus, il y a une transparence, il y a quelque chose qui est OK pour moi dans le fonctionnement. Après, derrière ça, il y a un fonctionnement un petit peu plus impliquant pour les formateurs. Alors quand on est juste praticien, on n'a aucun lien avec la structure. Donc là, il n'y a pas de souci. Et quand on est formateur, il y a des strates, entre guillemets. On peut être juste formateur Access Bar, ou on peut être formateur sur d'autres techniques, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je m'étais arrêtée sur le côté facilitateur Access Bar. Et en fait, on a une licence qu'on paye chaque année pour renouveler son droit d'exercice. Ça, c'est quelque chose que je cautionne qu'à moitié. Je suis OK avec la démarche on a plein de structures comme ça dans lesquelles on paye une adhésion pour être référencé dans le réseau, etc. Donc, pourquoi pas ? Mais c'est une adhésion volontaire, ça ne nous empêche pas le droit d'exercer. Le fait de verrouiller et d'attacher le droit d'exercer dans une technique en payant une licence, je trouve ça un peu limite, mais en même temps, il y a une différence de culture. Il ne faut pas oublier que c'est une technique américaine et que les Américains, ils ont une façon complètement de gérer et le rapport à l'argent et le rapport à une structure mère. Et là aussi, on est libre d'accepter ce contrat ou pas. C'est-à-dire qu'avant d'être formateur, on sait bien qu'on va avoir une licence annuelle à la payer. Donc, si on n'a pas envie de jouer ce jeu-là, ben, on n'est pas formateur et puis basta. La règle, elle est claire au départ. Donc, il y a rien de manipulatoire, c'est transparent sur ces informations-là. Et ensuite, on va décider ou pas de payer un certain nombre de services. Vous pouvez acheter de la com toute faite auprès d'Access et vous la payez, mais c'est OK aussi. C'est un service qu'on vous met à dispo, vous n'êtes pas obligé de le payer. Vous pouvez décider d'appartenir au site Access et d'être référencé dessus ou pas, et c'est encore quelque chose que vous payez. Alors moi, ça, il me semble, je trouverais légitime quand on paye sa licence d'être référencé sur le site. Mais là, c'est aussi un business model et c'est aussi une approche marketing du truc, d'avoir décidé de tout fragmenter en sous-services et de laisser chacun libre de payer ou pas. Il y a une autre dimension, et là encore, on est dans l'histoire des deux faces.
Quand on est formateur chez Access, on a une obligation de formation continue. Cette obligation de formation continue, moi, je la cautionne. Il y a énormément de formateurs qui se sont formés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans à une technique, qui ne se sont plus jamais formés depuis, qui éventuellement même n'exercent plus comme praticiens, donc sont complètement décalés des réalités du marché, et qui exercent comme formateurs. Ben, entre ça et le fait de donner une obligation de formation continue à son équipe, moi je préfère l'obligation de formation continue. D'ailleurs, elle fait partie des critères de Calliope, où on considère qu'un bon formateur, c'est quelqu'un qui continue de se former. Donc ça, je trouve ça complètement OK. Ce que je trouve moins OK, c'est que plus les années passent et plus on fait de modules, et plus ils sont courts et plus ils sont chers. Mais là aussi, quelque part, c'est aussi le business model. Il faut que le système il fonctionne et il faut qu'il rapporte. Et encore une fois, on est dans une culture américaine où faire de l'argent n'a pas du tout le même jugement moral que ce que nous, on peut avoir en Europe. Et en fait, ouais, en France aussi, mais pas que, mais c'est vrai que dans les pays avec une culture d'origine protestante, le rapport à l'argent est différent. Et du coup, plus on avance et plus on est formateur, et plus on est formateur depuis longtemps, et plus on gagne de sous, et plus on réinjecte de sous dans le système aussi, en allant suivre des formations avec d'autres formateurs. Et là encore, c'est OK. Enfin, quelque part, c'est vraiment le libre arbitre de chacun de décider s'il a envie ou pas. Moi, j'ai décidé de m'en retirer à un moment parce que, d'une part, j'ai suivi des formations qui ne m'ont pas plu. Et j'avais fait le pacte avec moi-même que cette obligation de formation continue et d'aller financer ma reconduction de licence avec la formation continue me posait pas de soucis du moment que les formations que j'allais suivre me plaisaient, m'enrichissaient et quelque part j'y trouvais mon compte. 2 années de suite, j'ai suivi des modules où je suis revenue en me disant ouais. Donc quelque part, dans mon pacte avec moi-même, c'était le moment d'arrêter. Et comme je fais aussi plein d'autres choses qui m'éclatent, quand à un moment je suis plus à ma place quelque part, dans mon équilibre personnel, je pense que ça c'est aussi la leçon du burn-out. Quand il y a un truc en moi qui me dit non, bah, j'arrête. La structure, elle est accessible et elle est transparente quand on veut aller chercher l'info. Ouais, c'est ça, il faut donner la peine. Et normalement, quand on fait sa première journée d'Access Bar, ça fait partie des choses qui sont présentées par le formateur, puisqu'on a toute une partie de la journée qui sert à expliquer un peu ce qu'il y a dans le catalogue de formation. Parce que comme le catalogue est très étoffé, c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui débarque dans l'univers d'Access de comprendre. Alors je fais les bars d'abord, après je fais fondation, après je fais la classe corps, après ci, après ça, dans quel ordre, quel module, etc. Donc ça fait partie de notre taf de formateur et c'est légitime aussi hein, de répondre aux questions des élèves et de leur donner un peu les fonctionnements du catalogue. Après, là aussi, chaque formateur est plus ou moins libre de son temps sur la journée. Moi, je donnais plus de temps à la technique et au fait de faire les 2 échanges, etc., qu'à la présentation du catalogue. Je gardais ça pour la fin de journée, mais ça me paraissait important d'y passer du temps. Dans les choses qui ont fait que petit à petit j'ai pris de la distance, moi mon ressenti c'est qu'on nous demandait, alors c'était pas formulé de façon directe, mais c'était ce que je ressentais en recevant les documents, etc., de passer beaucoup de temps quelque part à faire la promotion du catalogue, la journée de bar étant la porte d'entrée nécessaire pour pouvoir aller suivre les autres modules. Et moi, je suis formatrice, je ne suis pas agent commercial. Donc voilà, à un moment, j'avais un petit peu, moi, ce décalage-là. Mais dès lors qu'on a fait une première journée d'Access Bar, et donc une journée suffit pour être praticien, hein, on peut continuer dans le cursus, mais on peut en faire juste une, on a le support pédagogique. Et dans le support pédagogique, il y a tous les modules de formation, leur durée, où ils sont, géographiquement, qui les anime, combien ils coûtent, etc. Et il y a aussi toutes les infos sur comment on devient facilitateur, et ce qu'il faut payer, et ce qui est à payer de façon obligatoire, et ce qui est en module bis. Donc non, c'est très transparent, très très transparent. Est-ce que tu as croisé ou est-ce que tu as entendu parler d'autres techniques qui par contre, elles, sont un peu limites en termes de fonctionnement commercial?
Euh, Qui sont vraiment un peu... non, j'en ai pas en tête comme ça. Moi, je fonctionne vachement au test intuitif, entre guillemets. Enfin, euh, donc, je peux entendre parler de choses, je vais pas forcément donner caution aux paroles tant que moi, je suis pas allée voir. Aujourd'hui, des techniques, il y en a qui naissent tous les 4 matins. Donc, je connais pas toutes les techniques, j'ai vraiment pas cette prétention-là. Et quand on me parle d'une technique, bah, si par exemple j'ai les poils des bras qui se hérissent, j'y vais pas. Moi, c'est un petit repère intérieur dans mes diapasons à moi qui me disent non, ça non, mais c'est pas pour moi. Ça dit pas pour autant que c'est pas bien. Mais moi, ça va pas me correspondre. Access, je m'y suis formée parce que à un moment de ma vie, alors d'abord, j'ai partagé un espace où moi je faisais du massage assis et une amie qui est praticienne sur Rennes, qui est formatrice aussi sur d'autres techniques, faisait des séances d'access. Et je l'ai vue travailler toute la journée et je suis allée la voir en fin de journée en disant c'est quoi ton truc là, ça me plaît bien. Et puis moi je pratiquais aussi une technique qu'elle ne connaissait pas, on a fait des échanges, enfin voilà, c'était l'occasion de découvrir. Et après, la vie a fait que sur un certain nombre d'événementiels et de salons auxquels j'ai participé, à côté de moi, ou en face de moi, ou de l'autre côté du couloir, il y avait des stands access. Donc je me suis dit, bon, il y a un truc qui appelle, je vais aller m'y pencher et aller m'y former. Et puis je me suis dit, bon, ok, je m'y forme, mais avec qui? J'ai commencé à regarder un peu. Puis j'ai reçu une newsletter d'un ami qui est praticien de la trame, qui est une technique que je pratique en cabinet, qui était formateur depuis peu en technique access. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est cool, je sais où je vais aller me former et commencer. Et ça s'est fait de proche en proche comme ça parce que c'est arrivé un peu dans ma vie à un moment en se présentant suffisamment souvent pour que je me dise, tiens, il y a un truc à aller voir par là. Et au moment où ça résonne plus pour moi, je le transmets plus, mais je le pratique encore en cabinet parce que je suis fondamentalement convaincue des bienfaits de la technique. Donc,